Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode d'un break chez Lino. Alors je m'appelle Rodrigue Lino et je suis super content de poser ma voix sur ce podcast parce que ça fait longtemps que j'attendais ça. Donc voilà, maintenant nous y sommes et c'est parti. Un break chez Lino. Un break chez Lino. Un break chez Lino. Aujourd'hui, je vous propose de débuter par une petite présentation afin de poser les bases de ce podcast. À savoir qu'il sera également disponible sur la plateforme que vous connaissez tous, YouTube, ainsi que sur notre site web qui sera, je l'espère, fini. Alors, si je ne dis pas de bêtises, courant du mois de janvier ou fin janvier, Inch'Allah, comme le disent mes cousins. Mais pour l'heure, j'ai juste choisi de poser ma voix sur ce micro plutôt que de me filmer. En plus, là, je vous cache pas que je suis tranquille. Il règne chez moi un calme olympien. Mes enfants sont à l'école, donc je profite de l'occasion. Bon, alors vous n'êtes pas censé le savoir, mais ça me fend la poire de me décrire. Alors j'ai un petit peignoir en soie rouge façon Dallas, mes pantoufles rouges également. Bon, je suis congolais, donc on maîtrise un peu la colorimétrie. Dans ma main, je tiens un petit verre de whisky. Waouh, comment je rime, vous avez vu ça? Et là, vous me prenez pour Gainsbourg. Non, il est juste 11h du matin. Alors, et comme j'ai la bonne idée d'enregistrer le surlendemain d'un week-end où j'ai passé mon temps à crier, bon, plutôt à faire le maître de cérémonie samedi dans une jauge de 1000 personnes. Ensuite, dimanche, comme à mon habitude, là, pour le coup, je crie parce que je donne mes cours de salsa hip-hop dans un grand endroit au 104 et je n'ai pas de micro et les participants sont juste 150. Donc, voilà, ça fait que les lundis, je suis souvent à faune, donc il me faut un peu cette mixture thé, citron, miel, gingembre. J'avais oublié le gingembre. Voilà, juste histoire de bichonner ma voix. Donc de temps en temps, vous allez entendre un peu une voix comme ça. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Dans un premier temps, je vais vous expliquer le concept de l'émission. Et dans un second temps, je prendrai quelques minutes pour me présenter, histoire que vous puissiez mieux me connaître, surtout si vous êtes nouveau dans mon univers. Un break chez Lino, le podcast qui va te faire du yamb. Alors, comme l'indique son titre, c'est un podcast qui fige le temps. Le temps d'une pause, je vais vous ouvrir la porte de chez moi, de mon univers. Je vais vous raconter des anecdotes aussi drôles que captivantes, mais surtout enrichissantes et je l'espère inspirantes à travers toutes les expériences que j'ai vécues. Vous entendrez également le récit des personnes extraordinaires que j'ai pu rencontrer tout au long de ma carrière ou juste le temps d'un instant. D'ailleurs, le temps d'une pause, j'inviterai tous mes amis artistes, des personnalités et d'autres moins connus qui partageront leur expérience. Chez Lino, il n'y a pas de filtre. On se dit tout avec le respect et sans pudeur. On prendra le temps de respirer, de rire et parfois même de pleurer. Eh ben ouais, on est sensible aussi. Alors comment l'idée de faire ce podcast m'est venue? Bon, c'est un peu bizarre, je me pose la question à moi-même et puis j'y réponds. Bon, allez, c'est le jeu, j'y vais. Alors, j'avais l'envie de prendre une vraie pause dans la vie. Et comme beaucoup, j'ai couru après beaucoup de choses. Des choses parfois éphémères, des choses parfois invisibles. J'ai couru après, comme tout le monde aussi, la validation des autres. J'ai couru après les désirs de mon ego. L'ego, c'est fou ce qu'on pourrait faire toute une série dessus. D'ailleurs, à un moment dans ma vie, j'ai eu tellement d'ego que mon corps a lâché. Et je crois, et j'en suis même sûr, et certain que c'est à cause de lui que j'ai eu 6 opérations des genoux. Et je suis forcément obligé d'enchaîner sur la minute promotion. Alors je suis sur la finalisation de mon seul en scène qui se nomme Une histoire de genoux. Genoux qui s'écrit J-E et plus loin nous, N-O-U-S. Alors c'est un seul en scène dansé formidable qui parle de mes traumatismes que j'ai subis au genou. Mais permettez-moi de vous en dire un peu plus. Alors c'est la fantastique histoire d'un homme perdu mentalement à cause de ses traumatismes au genou, comme j'ai dit à l'instant, mais qui tente de retrouver la raison en ayant recours à une intelligence artificielle. Alors j'ai eu l'occasion de la jouer d'une manière intime, peut-être 2 fois, et à ma surprise, j'étais pas tant surpris que ça, parce que j'ai travaillé d'arrache-pied, le spectacle a été franchement bien accueilli. Et actuellement, pour vous dire la vérité, il me reste quelques retouches à faire et puis après, je pense que ça va être le grand saut, quoi. Mais ne vous inquiétez pas, vous serez les premiers avertis. Revenons à nos moutons. Après de longs moments de réflexion, de doute et de dépression, parce que ça va avec, il a fallu que je relâche la pression. Et c'est une pression qui me rangeait à petit feu.
J'ai dû faire une pause en urgence parce que j'avais ce besoin viscéral de faire le tri autour de moi. D'abord parce que physiquement et mentalement, je pouvais plus tenir. Mon esprit était trop saturé, tu sais, comme un disque dur là, que tu bourres de fichiers. J'étais encombré, j'arrivais plus à réfléchir. Donc il était essentiel de faire une pause. Voilà, une pause Kit Kat. Oh, placement de produit. Bref, depuis que j'ai fait ce break il y a quelques années, ma vie a changé du tout au tout. Elle a changé radicalement. C'est-à-dire que je me sens plus léger. Je vois même la vie en ralenti. Tu te rends compte? En gros, il n'y a rien de spectaculaire dans ce que je suis en train de vous dire. Je me suis juste autorisé du temps pour moi, de faire tout ce qui m'anime sans crainte ni pression. Alors ne bougez pas, je vais vous donner quelques exemples. Alors moi, je suis passionné d'écriture. J'ai toujours eu l'envie d'écrire des histoires et de les réunir dans un livre. D'ailleurs, de rattraper le retard de lecture sur les dizaines de bouquins qui jonchent ma table de nuit. Je redécouvre aussi les plaisirs de la natation. Moi qui étais avant un piètre nageur, là j'ai complètement gommé les clichés là. En plus de faire du sport, la natation, moi ça m'évade complètement. Je fais le vide, je me focus juste sur ma nage, le crawl et ma respiration. Et franchement, ça me fait un bien de fou. En fait, je vous dis ça parce que moi, ma piscine, elle est juste à 2 minutes à pied de chez moi. Donc là, à cette distance, même le froid peut même plus m'empêcher d'y aller. Donc je prends le temps de glisser sur l'eau bleutée, tout en me prenant pour Léon Marchand. Ça, c'est l'effet JO. Je passe aussi du temps avec mes 3 petits monstres à leur préparer à manger comme un vrai papa ours. Je fais mes séances de musculation tous les matins. Bon, à savoir que pour moi, la musculation avant, c'était juste un souci esthétique. On faisait les pecs, les bras, et puis le reste, on s'en foutait. Mais là, je nous ai un peu rattrapé, les bobos, donc de ma condition, là, je suis juste condamné à faire de la muscu à vie. Enfin, la muscu, du renforcement musculaire, parce que là, le bas du dos, tous les matins, ça grince, les genoux, ils grincent depuis un certain temps. Donc voilà. Bon, en même temps, vous me direz, il y a pire, et vive le sport. J'ai aussi repris les entraînements de danse. Et ça, c'est juste génial. Juste pour le plaisir. Sans aucune pression. Sans aucune compétition ou autre chorégraphie à préparer ou autre show ou spectacle à préparer pour je ne sais quelle scène. Franchement, je vous assure que c'est fou ce que l'on peut redécouvrir de soi-même lorsqu'on prend son temps. J'ai retrouvé aussi les joies du beatmaking. Alors moi, j'adore composer, j'adore faire la musique, même si personne ne le sait, mais je suis chez moi à m'évader sur les nappes musicales. Waouh, c'est juste un kiff, quoi. D'ailleurs, quand je me mets sur ma machine, là, je suis obligé de mettre un minuteur, parce que sinon, je peux affamer mes enfants. Et vous savez, moi, mes enfants, ils sont assez smart. Ils sont assez smart pour porter plainte contre le père qui fait pas à manger, quoi. L'autre jour, ils viennent, à chaque fois, ils toquent à la porte, papa, on a faim. Et l'autre jour, j'ai grillé un petit en train de composer le numéro de la police, parce que j'avais pas fait à manger. Donc vous imaginez un peu le truc. Le temps me permet aussi de bricoler, d'explorer ma passion pour la déco. Bon, moi je suis un peu une Valérie Damido version quartier, tu vois. Mais bon, je vais sauter la partie ma vie casanière, de cuisinier, d'homme de ménage, parce que oui, je suis maniaque, mais ça c'est un autre sujet. Bon, à présent, et grâce au temps, je n'ai plus ce besoin de courir après plusieurs lièvres. J'ai cette capacité, même ce pouvoir, parce que pour moi c'est devenu un pouvoir, de dire non. Et croyez-moi, ça aussi, ça fera l'objet d'un prochain podcast. Le pouvoir de dire non en tant qu'artiste ou juste en tant qu'être humain. Bref, dans ce podcast, il y aura 1001 sujets à explorer. D'ailleurs, il y en a quelques-uns qui sont déjà en cours de préparation et bien prêts à être cuisinés. Après cette longue introduction, il est enfin temps de nous présenter. Bon, c'est vrai que ça fait un peu bizarre de faire son autoportrait seul face à un micro, mais bon, on va jouer le jeu, donc allons-y. Alors, je suis né en région parisienne, plus précisément à Meaux, dans le nord de la Seine-et-Marne. Je suis issu d'une grande famille nombreuse. Nous étions 7. Mes 4 frères aînés sont nés à Brazzaville. Moi, j'arrive en 5e position avec mes sœurs cadettes qui me suivent. Et à nous 3, nous sommes nés sous le sol français. Et plus mes 2 parents, donc 9 au total, nous vivons dans un petit appartement tel une vraie petite tribu. Alors, comment je suis devenu artiste ? Pour être honnête, ça n'a pas été trop difficile. Bon, parce que mes parents émigrés de Brazzaville sont venus en France pour chercher un peu l'Eldorado, mais bon, plus simplement pour avoir une vie meilleure. Ils voulaient qu'on soit tous, qu'on ait des métiers un peu honorables. Et mon père voulait que je sois médecin. Bon, ça a loupé, parce que déjà d'une, les maths et moi, c'était une histoire de bagarre. C'était vraiment une relation conflictuelle. Et d'ailleurs, ça l'est toujours, à part pour compter l'argent. Et encore,
Même pour ça, je suis obligé de m'y reprendre à plusieurs fois. Alors, on a vite oublié le stéthoscope, la blouse blanche et je ne sais quoi là, le bistouri, et on a laissé place au jogging basket, quoi. Alors, le premier de mes aînés était un excellent danseur de jazz rock. Il était fan de Maurice Day, qui n'était autre que le leader du groupe The Time. Alors là, je m'adresse à une certaine génération. Il était fan aussi de Prince et des Jackson et bien évidemment de James Brown. Mais il a laissé la danse pour s'adonner aux joies du reggae. Du coup, avec des amis notables, ils ont formé le groupe à l'époque, les premiers groupes parisiens de reggae qui s'appelait Youthman Unity, voilà, qui était composé du fameux Féfé Typical et de l'illustre Daddy Nutty. D'ailleurs, que j'ai pu interviewer il y a 14 ans dans mon ancienne web TV, mais je prendrai le temps d'y revenir. Les trois autres aînés, quant à eux, ont plutôt suivi la mouvance Zoulou des années 80, bon, avec tout ce que ça comporte, hein, un peu de bon, un peu de mauvais, mais avec un sacré concentré d'énergie. Bon, de graffiti, rix, bon, parce que pour se faire respecter, apparemment, il fallait passer par là, hein. Meuf, soirée, après-midi. Bon, c'était ambiance vraiment smurf, breakdance, sans oublier les Sergio Tacchini, les Bob Congol et toute la panoplie de l'époque Run DMC et LL Cool J, qui d'ailleurs, c'était carrément de vraies icônes, quoi, pour le monde entier. J'ai grandi dans une cité qui s'appelait Beauval. C'était un endroit qui était parsemé de bars, d'HLM de 10 étages et des tours de 16 étages aussi. Alors, ce qui était marrant, c'est que, c'est un paradoxe, hein, chacune portait le nom de château de France. Voilà. Moi, la mienne s'appelait Cheverny. Alors bien sûr, elle n'était pas comparable au château de Moulinsart, hein, dédicace à Tintin. Non, c'était plutôt une catastrophe architecturale. Mais bon, je pense qu'avec ces noms-là, fallait bien essayer de faire rêver les gens, quoi. Et de surcroît, embellir ces murs de béton, parce que sinon, c'est pas drôle. Dans une barre, on était pas loin de 600 habitants. Voilà, plus ou moins, hein. Je n'ai jamais connu le nombre exact, mais on devait être pas loin. La population dans la cité était très cosmopolite. Moi, j'ai grandi avec des Kabyles, des Marocains, des Tunisiens, des Vietnamiens, des Indiens, des Portugais, des Maliens, des Camerounais, des Gabonais, bien évidemment des Congolais, des Américains, des Canadiens. Non, je rigole. Je savais même pas que ça existait. Avant, l'immigration, elle était plutôt africaine. Et puis la cité, c'était comme une ruche, vivante, bruyante, mais avec une vraie énergie. Alors moi, j'ai passé la moitié de ma jeunesse dans un local à poubelle. Alors attention, hein, je vous vois venir. Hein. C'est pas, on était dans un local avec tous les détritus du bâtiment. Non, 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 non. Après, on les a virés. Enfin, les grands les ont virés. Et puis c'est devenu un local assez propre, quoi. Ce local, hein, il s'appelait tout simplement le local. Bon, on n'est pas parti chercher bien loin en termes de nom. Mais à force de rebondissement et de transformation, c'est un local qui est devenu juste mythique. D'abord, c'était une salle de squat, voilà, que le gardien avait donné à mes frères aînés, histoire de ne pas galérer, de trouver un endroit où squatter. Plus tard, c'est devenu un espace de musculation avec des poids et tout ça, et un lieu d'entraînement avec des tapis de gym. La petite anecdote, parce que je me suis souvent demandé d'où les poids et les tapis de gym venaient, parce que sachant qu'un tapis de gym avant, ça coûtait la peau des fesses. Et en fait, ils étaient juste, récupérés, ou on va plutôt dire loués d'une manière indéfinie, tout simplement dans d'autres salles de muscu et dans un gymnase de mon ancienne école primaire qui donnait face à mon bâtiment, qui un jour, la porte était ouverte et vous connaissez la suite. Bon, c'est un triste constat, il n'y a pas matière à débattre, mais grâce à ça, quand même, on est devenus des champions de la haute voltige. Ce local, c'était un lieu sacré, un lieu mythique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui a vu défiler de grands danseurs venus de toute la France. Et pas que des danseurs, hein. Il y avait des braqueurs, hein, devenus imams, les premiers musclés du quartier. Et bien sûr, quelques histoires un peu moins rigolotes. En tout cas, ce local a fait partie de ma construction artistique et c'est là que tout a commencé pour moi. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pourrez retrouver toutes ces anecdotes dans mon prochain projet d'écriture intitulé « Tranche de vie d'une misère heureuse ». Tranche s'écrit avec un O. Alors, je le précise parce que, je crois que vous l'avez entendu, j'ai une petite forme de dyslexie avec le son « on ». Hein. Bon, ça, c'est un peu l'histoire de ma vie, mais bon, ça ne m'empêche pas de vivre, donc on vit avec. En gros, pour vous spoiler un peu le speech de l'histoire, j'ai réuni toutes mes histoires de vie les plus marquantes, des plus drôles aux moins drôles. Ces histoires-là, je les ai vécues dans une totale insouciance malgré une enfance dite, et là j'utilise des guillemets, difficile, parce que figurez-vous, c'est grâce à cette insouciance que j'ai tenu.
Voilà. C'est-à-dire que même dans les moments de vie les plus chaotiques, je trouvais toujours le moyen de sourire et d'être heureux. C'est pourquoi j'ai également écrit tranche avec un O. Parce que chaque moment de vie avait son propre visage, sa propre gueule. Bon, je m'arrête là parce que sinon vous n'allez pas acheter le livre là. Bref, avançons d'un grand pas. Alors, 1995, ça c'est une date qui m'est restée dans la tête gravée à jamais. Parce que d'une, c'était l'époque de l'âge d'or du rap français. Et de deux, c'était aussi la sortie du fameux album du groupe NTM qui s'appelait Paris sous les bombes. Et c'est un album pareil qui est dans ma tête à jamais. Avec le fameux clip où il y a les Actuelle Force qui dansent, tout n'est pas si facile. Quand je l'écoute, des fois, j'en pleure parce que c'est vraiment l'histoire de ma vie, c'est l'histoire de vie de beaucoup de gens qui sont nés en quartier. Ouais. Et en plus, on voyait des breakers en prime. On était d'autant plus contents. Et c'est cette année-là que j'ai commencé à m'initier aux joies du breakdance. Alors pourquoi le breakdance et pas d'autres danses? Parce que le breakdance c'était juste plus impressionnant, quoi. Faire des saltos arrière, tourner sur la tête, faire des coupoles. D'ailleurs, moi, tous mes grands du quartier faisaient ça. C'est-à-dire qu'ils squattaient, ils dansaient sur des cartons après avoir fumé quelques calumets de la paix. Les mecs, ils sautaient sur les cartons et c'était juste incroyable. C'est donc en 98 qu'avec des amis du quartier, on décide de se monter en groupe, voilà, parce que c'était plus cool de danser en groupe que solo à l'époque. En 99, on a gagné notre premier battle, voilà, et là ça a été le début d'une longue traversée, une longue conquête. En 2001, avec des animateurs du quartier, on s'en va à Brest, voilà, le temps de quelques jours, histoire de faire un show de danse. On a fait un show de danse et figurez-vous que dans le public, il y avait l'ancien directeur de la Villette en personne qui s'appelait Philippe Moura, paix à son âme, parce que c'était vraiment une personne qui a fait beaucoup de bien à la culture française. Et il nous voulait dans sa programmation du festival des rencontres urbaines de la Villette. Et là, nous, on a juste pété un câble parce que on se déplaçait de Meaux jusqu'à Paname pour voir les Américains, pour voir waouh. Et le fait d'être sur scène, on s'est dit waouh, on a vraiment une chance. Voilà, on a vraiment une carte à jouer, donc on va y aller à fond. Alors on a dansé vendredi, samedi, dimanche et ce fut juste un succès, mais un succès tellement... En fait, fallait savoir qu'avant, à la Villette, c'était vraiment, quand on dit les rencontres urbaines, il y avait toute la France. Alors, si tu prétendais être hip-hop, il fallait que tu te retrouves là-bas. Là-bas, ça sentait l'embrouille, les gens venaient avec tout leur quartier, ils venaient en bande, ça sentait l'énergie du hip-hop comme jamais. Et jusqu'alors, j'ai jamais connu un événement qui était aussi rassembleur. Après, il doit y en avoir, mais celui-là, en tout cas... il m'a vraiment, vraiment touché. Et là, ce serait trop long de vous expliquer ce que représentait ce festival pour toute la France. Mais je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir avec quelques invités. Et nous, c'est à ce moment-là que notre nom, Fantastic Armada, a traversé les frontières de Meaux, et pour celles de Paris et de France. Les gens nous voyaient et nous disaient « Ouais, mais comment ça se fait que vous, à Meaux, il n'y a que des vaches, et comment ça se fait que vous avez grave du niveau comme ça et tout ?» Donc après, on a commencé à s'entraîner à Châtelet. On a commencé à se faire connaître dans les rondes et tout. On a commencé à sympathiser, à devenir amis. On commençait vraiment à rentrer dans les bas-fonds de l'underground du hip-hop breakdance. En 2001, la même année, j'ai organisé aussi le tout premier événement de la ville de Meaux, donc un battle, où j'avais ramené mes amis, les Wanted et tout ça. Et franchement, c'était vraiment une belle expérience. Voilà, parce que c'était aussi la première fois où je prenais le micro. Bon, par souci économique, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, l'anecdote aussi a fait qu'on n'avait pas d'argent pour prendre un DJ, parce qu'on l'avait fait dans une petite salle de danse, là où on dansait, mais j'avais ramené du bon monde, des gens qui venaient de toute la France et tout ça. Et du coup, le DJ, on avait dit qu'il venait de Londres. Mais comme c'était un mytho, c'était mon frère qui était caché dans une cabine, qui sirotait du thé et des cafés avec son pote. Ils avaient juste enregistré des sons à l'époque, qui les avaient mis en forme de mixtape. Et moi, j'avais tout planifié. Donc là, les quarts de finale, les demi-finales. Pour la finale, il faut que tu mettes ce son et tout ça, tout ça. Et franchement, tout le monde disait, mais franchement, il est trop bien le DJ et tout et tout. Mais comme il n'était pas accessible, parce que là où il était, c'était une cabine qui surplombait le battle qui était au premier étage, qui était fermé par des vitres teintées. Et tout le monde disait, non, franchement, le DJ est déchiré et tout. Moi, je dis, ouais, t'inquiète, il parle pas français de toute façon, tranquille. Voilà, donc c'était juste pour la petite anecdote. De toute manière, le système D, c'est un peu le fameux système, moi, qui m'a suivi toute ma vie, quoi. Et ça me suit encore, là. Et comme le chantait le 113, on était jeunes, ambitieux et même parfois vicieux.
Mais plus que d'être des princes de la ville, on voulait être les princes de France. Même plus, voire les princes du monde. Alors je ne sais pas si c'est le fait d'être né et d'avoir grandi en quartier, mais en tout cas, on avait la dalle et ça, c'était certain. À l'époque, très peu de gens dans notre ville avaient tiré leur épingle du jeu. Mais on pouvait compter quand même sur des personnalités, des gens qui nous ont motivés comme Mystique, ex-membre du Bissona Bisso, DJ Pone, les DJ aussi White et Spirit, les frères qui étaient des gros producteurs de rap à l'époque, qui ont produit le fameux 11-30 contre le racisme. Et sans oublier notre réalisateur phare Jean-François Richer. Bref, on voulait faire partie de ceux qui réussissent et ça n'a pas traîné. Alors en 2003, on termine vice-champion de France au Battle of the Year et c'était notre première participation. On s'est dit qu'on ne pouvait pas rester sur une petite fin comme ça. Allez, 2004, on arrive un peu plus affûté avec les crocs en dehors et on arrache la première place, donc qui nous donne champion de France. Et la même année, on termine deuxième, donc vice-champion du monde au Battle of the Year international en Allemagne, avec un nombre de battles remportés hors norme. Et puis voilà, fallait croire que c'était notre époque, notre moment, donc on a saisi notre chance pleinement. D'ailleurs, moi, si j'ai pu voyager, c'était grâce à la danse. Parce que, bon, moi, mes parents, le seul vrai voyage qu'ils ont fait, c'est du Congo en France, et puis après, stop. Et franchement, je remercie un peu la vie parce que sans ça, moi, j'avais pas d'argent et j'aurais pas entrepris d'aller voyager un peu tout seul. Mais grâce à la danse, voilà, j'ai pu découvrir pas mal de pays. Alors c'est fou et paradoxal parce que aujourd'hui, on a des enfants. Moi, genre mes enfants, ils ont voyagé plus que moi à leur époque. Quand on les emmène en vacances, c'est déjà des 8 heures d'avion, 11 heures de vol et tout ça. Or que moi, quand j'étais jeune, je passais mes étés à Sarcelles, voilà, à côté des Flanades, le centre commercial, voilà, dédicace à tous les gens de cité là qui connaissent ça. Ou bien même, je passais mes vacances à Creil, dans le 60, le quartier de la Commanderie. Bon, ça c'est pour les bandits, Bon, donc des enfances un peu où d'ailleurs on se battait et d'ailleurs je gagnais pas tous mes combats. Alors entre-temps, moi je finissais mes études d'assistant réalisateur au CLCF, donc c'est le Conservatoire libre du cinéma français qui se trouve toujours d'ailleurs dans le 19e arrondissement. Et c'est la même année, donc en 2004, là je vous parle, que je suis rentré officiellement dans l'association de mes grands frères. Voilà, qui s'appelle New Arts, qui met en lumière les artistes et leurs disciplines artistiques. Et franchement, j'ai appris 1000 fois plus en étant sur le terrain avec eux que sur les bancs de l'école. Mais vraiment, vraiment. D'ailleurs, je l'ai payé une blinde cette école. Alors moi, c'était clair, je passais mes journées entières derrière un PC qui avançait à la vitesse d'une tortue. D'ailleurs, je savais même pas comment mon frère l'avait récupéré. Bon, c'est ouf, parce que maintenant, on a des Mac, on a des PC qui calculent à la vitesse de la lumière. Mais bon, c'était comme ça. J'ai fait mes premières infographies dans ces années-là. J'ai fait mes premiers montages pareillement. Bien sûr épaulé de mes grands frères. Mais d'ailleurs, je me suis toujours posé la question comment mes frères avaient pu tomber un peu dans la soupe de l'image, là, dans la soupe du 7e art. En y réfléchissant un peu, ils étaient proches des frères Richer, voilà, parce que Jean-François avait un frère. D'ailleurs, lui-même était connu pour son film polémique, Ma cité va craquer. Il avait aussi signé un film américain, et ça c'était une grande fierté pour nous, Meldois. Ouais, Meldois, c'est les habitants de Meaux, qui s'appelait Assaut sur le Central 13, avec l'acteur Lawrence Fishburne. Et il avait aussi signé les 2 volets de Mérine. C'est bizarre de dire Mérine parce que nous on disait tout le temps Mesrine. Bon, c'est Mérine d'après les rumeurs. Mérine avec Vincent Cassel. Et eux, d'après ce qu'on me disait, habitaient aussi dans notre château là à Cheverny. Bon, moi j'étais trop petit pour les voir, mais je pense que ça a peut-être dû aider. Et sans le vouloir, il a peut-être déteint sur eux. Mais en vrai, je pense que non. Le vrai investigateur de cette histoire n'était autre que mon père. Parce que mon père, lui, avait déjà une caméra. Voilà, une caméra à épaule. Enfin, je ne sais pas si vous avez connu, mais c'est les caméras à épaule, là, qui pèsent 1,50 tonne, qui te détruit l'épaule. Nous, on appelait ça des caméras de mariage. Parce que moi, mon père se prenait déjà pour un réalisateur de renom. Il filmait tous les mariages, il filmait tous les événements, quoi. Et moi, mes frères allait dans sa chambre subtiliser discrètement la caméra quand il n'était pas là. Et je peux vous dire qu'il fallait avoir vraiment une certaine dextérité pour rentrer dans la chambre, reprendre tout ça, bien ordonné, tout ça. Parce que s'il se faisait griller, c'était bien évidemment la sanction. Bon, petit coup de ceinture. Bon, on était aussi sous une forme d'éducation positive.
à l'africaine. Mais il faut croire que c'est comme ça que moi aussi, j'en suis venu à faire du montage vidéo et tout ça. Et je remercierai jamais mon père, paix à son âme, et bien évidemment mes frères qui ont eu ce courage-là de m'initier à rentrer dans l'imagerie. Après l'épopée Fantastic Armada qui a duré environ 9 années de bons et loyaux services, j'ai fini par quitter le navire pour voguer vers d'autres horizons. Et c'est en 2008 que j'ai posé mes valises dans la capitale. Alors figurez-vous que j'habite maintenant non loin de mon ancienne école et non loin de la Villette. Tout porte à croire que c'était écrit. Et comme toute histoire qui en vaut la peine, celle-ci a été parsemée de quelques embûches. Sinon ça aurait pas été drôle, hein. Dès mon arrivée, je tombe littéralement sous le charme de l'apprentissage de la salsa. En fait, c'est une musique que mes parents écoutaient depuis tout petit, hein. C'est-à-dire que eux, au salon, ils écoutaient de la salsa, de la charanga, ils dansaient même et tout quand il y avait des invités. Et dans ma chambre, il y avait déjà les premières mixtapes, des cassettes US, ça écoutait du Run DMC, du LL Cool J et tout ça, et même des gens un peu plus anciens, quoi. Donc en vrai, mon cerveau était déjà matrixé pour une sorte de fusion musicale. Mais pour l'heure, il était enfin prêt à absorber une nouvelle culture, une toute nouvelle structure de danse. Alors pour faire simple, l'année suivante, je me suis juste retrouvé à Cuba, El País de la Salsa. Et à mon retour en France, il m'est apparu comme une évidence. C'est-à-dire que je suis revenu en tête de faire la fusion entre le hip-hop et la salsa. Leur histoire était commune et leur similitude de pas de danse sautait juste aux yeux. Donc pour moi, c'était une évidence de faire la fusion. J'ai donc continué à me former intensivement en salsa, tout en poursuivant bien sûr mon parcours dans l'univers du breakdance. Et cette fois-ci, c'était en tant que juge. Alors j'ai jugé pendant 2 années en France, ce qui m'a permis aussi de mettre vraiment le pied dans ce qu'on appelle l'organisation des événements de breakdance. Et ça m'a permis également de switcher définitivement sur le métier de maître de cérémonie, qu'on appelle aussi speaker. Voilà. D'année en année, on m'appelait pour présenter des événements de plus en plus prestigieux. Parce que je me détachais aussi de tous les speakers qui étaient là à l'époque. Et c'est là que je me suis dit, tiens, il y a vraiment quelque chose à faire dans ce métier, quoi. Côté vidéo, toujours entouré de mes aînés, on a poussé les limites en créant une société de production audiovisuelle appelée Chevert Prod, en référence bien sûr à notre bâtiment Cheverny, histoire de soutenir des projets dont je vous parlais là, tels que la Web TV qu'on avait lancée en 2010, dédiée aux acteurs de la culture urbaine, et qui s'appelait Movie TV, le magazine qui ne tient pas en place. Grâce à cette plateforme, on a pu voyager, vivre de incroyables expériences, et surtout rencontrer des personnalités haut en couleur. Et personnellement, ces rencontres nous ont fait énormément de bien. Et c'est pour ça que je disais en intro sur les réseaux sociaux que 14 ans après, j'avais cette envie de revenir avec quelque chose de plus frais, mais tout en gardant l'essence de cette Web TV-là, parce que ça me tient à cœur. Entre-temps, j'ai enchaîné quelques opérations au genou, et là, je crois que j'en étais à ma 3e, si je ne dis pas de bêtises. Mais bon, comme je dis, on aura tout le temps de revenir sur ce chapitre avec comme mot-clé la résilience. Bon, on va pas se mentir, la vie parisienne m'offrait des opportunités inespérées. Alors j'ai commencé à organiser mes premiers propres événements, comme des soirées funk, alors au Divan du Monde. Alors je ne sais plus si ça s'appelle comme ça, c'est vers Pigalle là. Et là-bas on organisait des battles, battles de funk, des battles all style, des jams, des concerts en live. C'était vraiment une belle époque, quoi. J'organisais aussi mes premiers battles salsa hip-hop dans des soirées, et notamment au 104, lieu que je ne remercierai jamais assez pour tout ce qu'ils nous ont fait. Et je me suis aussi lancé dans un projet fou, celui de monter un boys band en salsa hip-hop. Alors, calmez-vous, je vous explique pourquoi je l'appelais comme ça. Parce qu'en fait, sur le papier, ça donnait vraiment pas l'aspect que j'avais dans la tête, quoi. Bon, d'abord, on s'est constitué sous forme de trio. Puis ensuite, une personne nous a rejoints, donc on a finalisé le quatuor. Et on a quand même connu un beau succès auprès de l'audience latine. Alors je vous explique pourquoi. J'avais réalisé une vidéo de nous, voilà, qui à l'époque, c'était assez nouveau, cette petite fusion entre le breakdance. Avant, on faisait vraiment plus de breakdance que de hip-hop, voilà. Entre le breakdance et la salsa. Et ça a atteint, il me semble, 100 000 vues en l'espace de si peu de temps, quoi. Donc tout le monde disait waouh, vous êtes qui, waouh, vous sortez d'où, waouh, waouh. Sauf que dans les belles histoires se glisse toujours un petit hic. Le niveau ne suivait pas. Ce qui fait que, comme toutes les belles histoires, on s'est séparés au bout de 2 ans d'existence, soit, accrochez-vous, un spectacle par an.
Voilà, c'est un ratio d'enfer. Si tu veux devenir artiste, à ce rythme-là, c'est de l'eau et des cailloux que tu vas manger. Et j'ai oublié aussi de vous donner le nom du groupe. Il s'appelait Los Tres Puntos. Je crois que vous pourrez encore trouver quelques vidéos sur YouTube. Voilà, à ne pas confondre avec le groupe de ska qui vient du 93 de Montreuil, il me semble. Bref, en tout cas, cette expérience m'a donné la détermination de savoir là où j'allais mettre les pieds pour la suite. Je crois et j'en suis certain que sans prétention, j'étais juste la personne à Paris ou en France qui croyait le plus en cette fusion. Du coup, moi, je voulais pas lâcher le grappin et bon, on s'est séparés et je suis resté avec le dernier qui est rentré dans le groupe qui s'appelle Isiaka Karamoko, donc qui est devenu un ami, un frère, qui est tout pour moi presque. Et avec qui on a eu l'idée de monter un groupe. Et donc moi je lui ai dit qu'il fallait féminiser le truc. Et lui il s'est occupé de tout. Alors est venue nous rejoindre Martina Mattioli, notre belle Italiana, et notre puissante Gaëlle Sainte-Macari, a.k.a. Machete. Et donc à nous quatre, on a créé et formé le groupe Extrêmement Beau. Alors la première année, on a fait un record de dates. On a fait même l'étranger, Vladivostok, Berlin, l'Écosse et tout ça. Ensuite, on a dû recruter parce que on tournait d'une manière intense. Les tournées commençaient à devenir traumatiques. Du coup, on a préféré élargir le groupe. Donc on a pris le talentueux C. James. Ensuite, je ne pourrais pas m'abstenir de ne pas citer leur nom parce qu'elles ont contribué aux 30 glorieuses de cette aventure. Celia Rosello et Linda Quesas qui sont partis pour d'autres aventures également. Et Jesus Gil Sanchez, a.k.a. Black Eye, notre b-boy vénézuélien, accompagné de notre Charline Feltens nationale pour les dernières recrues. Alors avec beaucoup de travail, de détermination et d'entraînement intensif, on s'est rapidement positionné en tant qu'ambassadeur et pionnier de cette fusion en France. Alors, minute promotion, en 2025, nous fêterons nos 10 ans de vie commune. Bon, il y a eu des hauts et des bas, mais jusqu'alors là, nous sommes encore vivants et je tiens quand même à préciser qu'il y a eu beaucoup plus de hauts que de bas. Et je peux d'ores et déjà vous sommer de noter cette date, le 12 avril. Ne manquez pas, le 12 avril 2025, nous allons faire notre fameux battle salsa hip-hop international suivi de nos 10 ans. Et ça va être juste une tuerie. Et la semaine qui précédera, il y aura des conférences, des workshops, plein d'animations. Donc voilà, restez focus parce que ça va être quelque chose. La fusion salsa hip-hop et ma compagnie Extrêmement Beau, ça a été juste ma renaissance artistique, mon troisième poumon. Ah oui, il fallait bien que je puisse le glisser quelque part dans mon récit. Entre-temps, j'ai subi 3 autres opérations, ce qui porte un total à 6. Et croyez-moi, ça a été une galère. Non mais on y reviendra, ne vous inquiétez pas, parce que là, moi je crois que j'avais touché le fond. Voilà, vous savez tout, enfin presque. En somme, je pense pas être un homme dévoué à de grandes ambitions. C'était pas le sentiment qui m'animait. Je pense plutôt être un passionné, un curieux. Moi, plus jeune, je voulais tout savoir. Alors, comment faire ci, comment faire ça, pourquoi tu fais ci? Je posais tout le temps des questions. Et je pense très sincèrement que c'est juste ma curiosité alliée à ma passion qui m'ont offert une vision à 360 degrés. On m'a souvent dit qu'on ne pouvait pas être bon en tout. Ok, pas de problème, certes. Mais je pense qu'on peut toujours savoir comment s'y prendre. C'est pour cela que je possède autant de compétences dans mon domaine. À savoir danseur, chorégraphe, metteur en scène, vidéaste, monteur, comédien, réalisateur, infographiste, web designer, directeur d'une compagnie de danse, organisateur d'événements, directeur artistique, professeur et formateur pour les professionnels de la danse, sans oublier maître de cérémonie et l'un des métiers les plus difficiles que je connaisse, daron d'une famille nombreuse. D'ailleurs, lorsqu'on me pose la question à savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie ou de quoi vis-tu, personnellement, je ne sais pas quoi répondre parce que je peux switcher d'un métier à un autre. En même temps, ça m'évite une certaine redondance. Ça peut être fatigant par moment, mais au moins, je fais ce qui m'anime et ce qui me fait plaisir. Alors, je me souviens plus jeune, et ça, c'est pas une blague. Moi, on me traitait souvent de rêveur, de fou. Parce que j'avais des idées qui fusaient chaque jour, presque chaque instant. Je voulais toujours faire quelque chose de nouveau. Et si on faisait ça, et si on faisait ça. Et je m'arrêtais jamais. Parce que pour moi, tout était possible. Et ça l'est encore. Tant qu'on s'en donne les moyens, toujours dans la limite du raisonnable. Bon, je dis ça pour nuancer un peu mes propos, parce que moi, le mot raisonnable, moi, pas connaître.
Mais j'ai pas envie de vous donner de faux espoirs et de vous dire que tout est réalisable parce que pour moi, moi je suis considéré comme un cascadeur. Je teste tout, je tente tout. Il y a rien qui puisse m'échapper, même pas la peur de l'échec. D'ailleurs, ce mot-là, moi je l'ai banni à jamais. C'est un mot qui n'existe même pas dans mon champ lexical. Moi j'ai toujours appris ceci. Si tu tombes, tu te relèves. Du moins, tu mets tout en œuvre pour être debout et de recommencer si tu en as la force. Mais faisons un petit flashback là, vite fait là, sur le mot fou. Parce qu'en vrai de vrai, hein, comme le dirait un des poètes des rues de Marseille, SCH, qu'est-ce qu'un fou? Bon, si on fait abstraction du terme clinique et qu'on le transpose d'une manière artistique, eh ben, un fou, à mon sens, c'est juste une personne incomprise. C'est peut-être aussi parce que les gens n'osent pas assez. Peut-être de peur d'être différent ou de peur du jugement et du regard d'autrui. C'est sûr qu'on préfère tous rester dans une zone de confort parce qu'on s'y sent bien. En tout cas, j'aimerais bien avoir votre avis dessus parce qu'il y a vraiment matière à débattre dessus. Surtout entre la peur et l'échec. Mais bon, moi je vais vous dire la vérité sur moi, même si avant on me taxait de rêveur, on me le dit d'ailleurs toujours que je suis un rêveur. Moi je n'ai jamais été un grand rêveur. Tout au long de ma vie, j'ai juste appliqué et sans le savoir, vous savez le fameux proverbe de Mark Twain. Alors là, j'utilise une voix assez grave. Il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'en fait. Et c'est cette curiosité en fait qui m'a donné la pleine confiance là, que j'ai aujourd'hui. Au risque de me répéter, aujourd'hui je n'éprouve plus le besoin de plaire à qui que ce soit. Bon, à part ma femme. Je me suis détaché des dictats imposés par ce soi-disant système de travail. Tu sais, celui qui te met des chaînes aux pieds où tu es privé de toute liberté. J'ai même fini de projeter mes attentes sur quiconque. Et là, je reprends un peu la ligne de conduite du stoïcisme. D'ailleurs, c'est un courant philosophique qui m'a fait un bien fou et je vous le recommande. Alors, je n'aurai pas la faculté de parler de tout ça parce que c'est un sujet que je ne maîtrise que très peu par rapport à tout ce qui se fait en termes de podcast. Mais par contre, je pourrais vous recommander des livres simples à lire et efficaces. Et pour finir, pour en arriver là, moi, il m'a fallu beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices, de la réflexion, mais surtout de la patience pour comprendre tout ça et pour atteindre ce sentiment de liberté. Et puis j'ai toujours été sublimé par une phrase d'un méchant dans un film. Alors le méchant qui était incarné par Gary Oldman dans le chef-d'œuvre de Luc Besson, Le Cinquième Élément. Là je vous décris un peu la scène. Après avoir récupéré un coffre, il prononce cette phrase qui m'est restée gravée à jamais dans ma tête. Ah, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ah. Bon, je ne sais pas si je l'imite bien dans sa version française. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis ce moment-là, je ne fais que d'appliquer ceci. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je tente tout en fait. Je demande même pas l'aval aux gens. J'ai plus de mal à créer, transformer, capitaliser mes propres idées qui sont sorties de ma petite tête. Je me suis même créé une petite bulle artistique. Voilà, mon système, mon propre univers dans lequel je travaille pour ma personne. C'est une petite sphère où ma compétence elle est liée à mon savoir-faire et bien évidemment dans laquelle j'en tire tous les avantages et les bénéfices. Et aussi, quand tu travailles tout seul pour ta poire, les désavantages et les inconvénients. Sinon, ce serait pas drôle. Mais au moins, j'embarque personne au fond de l'eau. Alors, vous l'avez compris, je suis un ours, je me suffis à moi-même. D'ailleurs, ça, c'est un petit sobriquet animalier qui me suit depuis ma tendre enfance. Mais bon, on commence vraiment à y croire. C'est pour ça qu'à 33 ans, plus 10, plus bientôt 30 années artistiques, je n'éprouve plus le besoin de courir après. Et désolé pour cette redondance, mais j'ai vraiment envie de vous le spécifier parce que c'est un peu grâce à tout ce cheminement que maintenant, voilà, je ne cours plus après plusieurs lièvres. Parce que j'ai plus la force. Là, je suis cuit. Et de deux, ce sont plus les projets, moi, que je cherche afin de gaver mon placard à projets, quoi. Mais c'est le temps que je cherche. Le temps qui t'apporte cette douce réflexion. Cette réflexion qui désencombre ton cerveau. Le temps d'une pause café. Bon, moi, je préfère même le thé, tu vois, où le monde s'arrête, se fige. Un break. Ce break dans ma tête qui a conduit par un break chez Lino. Elle a été longue cette réflexion. Voilà, c'est fini. Alors merci de m'avoir écouté et j'espère que cette petite introduction à mon univers vous a plu. Quant à nous, on se retrouve forcément l'année prochaine car nous sommes en plein montage de rush, mais on va prendre une petite pause familiale parce qu'on en a besoin, sinon on va retomber en dépression. Et je peux déjà vous dire que là, ce qu'on est en train de monter là, waouh, les invités qu'on a eu, parce qu'on en a eu plusieurs depuis, sont de qualité et j'ai vraiment hâte de vous les présenter. Et comme le veut la coutume, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, à vous abonner et surtout à commenter parce que vos ressentis m'aideront à avancer.
Je vous souhaite de passer d'agréables fêtes de fin d'année en famille, que vous soyez seul, en amis, avec votre chat, vos chiens. En tout et pour tout, prenez soin de vous pour prendre mieux soin des vôtres. C'était Rodrigue Lino, a.k.a. Lino El Maestro, pour Un Break chez Lino. Un break chez Lino. Un break chez Lino. Un break chez Lino.